Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire des lundis du CEP. Donc nous allons démarrer de suite puisque vous êtes assez nombreux à connecter ce matin. Donc vous êtes sur un webinaire sur le thème de « Je mets en œuvre et je finance mon projet de formation ». Donc, bienvenue dans ce webinaire. Donc les lundis du CEP, en fait, ce sont une thématique qui revient tous les 15 jours avec des thématiques aussi variées que la reconversion, la valorisation des compétences, la formation des missions ou la création d'entreprise. Donc, vous trouvez en fait tous les thèmes et toutes les dates à venir sur la plateforme monservicecep.fr. Donc, je me présente rapidement. Donc, moi, je suis Marietta Morales. Donc, je suis manager du service du conseil en évolution professionnelle en Occitanie. Donc, au programme de ce matin, nous allons travailler ensemble sur le thématique je mets en œuvre et je finance mon projet de formation. Donc, en fait, ça passe par différentes étapes, notamment formaliser et confirmer un projet. Et nous allons voir ensemble quels sont les différents dispositifs que vous pouvez mobiliser dans le cadre de la mise en œuvre justement de votre projet de formation. Donc, pour rappel, dans le cadre de ce webinaire, vous avez la possibilité de poser vos questions dans l'onglet questions et vous avez un onglet chat aussi pour interagir également. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, il n'y a aucun souci. Je répondrai soit au fil de l'eau, au fil des questions, soit à la fin du webinaire. Donc, c'est un webinaire qui dure 1 heure. Nous sommes ensemble jusqu'à 12h30. Alors, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, quand on parle de la question de « je mets en œuvre mon projet de formation », on passe par cette étape de formaliser et confirmer son projet. Là, on parle bien de projet de formation. Donc, ça veut dire que derrière, vous avez identifié peut-être un projet ou des pistes de projets professionnels. Donc, nous, ce qui nous concerne dans ce webinaire, c'est vraiment se centrer sur la question du projet de formation. Quand on a un projet de formation, on doit le formaliser pour pouvoir le mettre en œuvre. Et avant toute chose, on va revenir un peu sur des questions essentielles à se poser pour pouvoir voir si notre projet il est un peu formalisé, un peu abouti. Donc, la première chose, une première question, mon objectif professionnel est-il clair? Est-ce que vous avez bien identifié quel métier, quelle fonction vous allez viser afin de vraiment confirmer que la formation que vous avez identifiée va vous permettre d'atteindre vraiment votre objectif? Première question clé, en tout cas dans la question de vraiment formaliser un projet de formation. Ensuite, est-ce que les compétences que vous avez identifiées en lien avec cette formation, est-ce que vous êtes posé des questions sur les compétences que vous avez besoin pour acquérir en tout cas en vue d'un objectif, donc d'une piste de projet professionnel? Est-ce que vous avez aussi fait l'inventaire des compétences qui sont requises et qui sont indispensables à l'exercice du métier visé? Et est-ce que vous avez pu repérer les compétences en lien avec le programme de formation? Souvent, les personnes qui ont un projet de formation n'ont pas forcément clairement vu toutes les compétences qu'ils vont pouvoir acquérir et développer à l'issue de la formation, au vu du projet qu'on a ciblé. Donc voilà, une deuxième question à se poser si vous avez identifié une formation et un programme derrière. Est-ce que le programme correspond bien aux compétences que vous souhaitez développer tout au long de la formation visée? Autre question, quelles sont vos attentes et vos besoins vous-même en termes de formation? Au niveau des modalités, par exemple, de formation, est-ce que la formation ciblée répond à une possibilité de faire la formation en distanciel, en présentiel? Est-ce que vous avez repéré l'emploi du temps? Est-ce que vous avez aussi repéré s'il y a un stage pratique, si la formation ciblée permet également de valider une certification, une qualification?
de la durée de la formation, on pourrait y rajouter le lieu, etc. Est-ce que réellement vous avez bien pris connaissance de tout cet environnement lié au système de la formation? Et vos attentes à vous personnelles. Est-ce que la formation répond réellement à vos attentes et vos besoins en termes d'évolution professionnelle? Ensuite, autre question qui reste aussi prioritaire hein, quand on met en œuvre et quand on envisage un projet de formation. Quels sont les différents organismes de formation qui sont potentiels sur votre territoire et quelles sont leurs offres? Parfois, il existe des formations dont l'intitulé est différent et au final, en termes de compétences, permet de livrer des compétences qui pourraient être similaires. Tout dépend de votre projet, en termes de poste de travail, en termes de mission, en termes d'activité. Est-ce que derrière, vous avez fait un choix d'organisme de formation parce qu'il ouvre peut-être plus de choix des possibles ou alors à l'inverse, il est un petit peu plus spécifique? Donc, le choix en fait de l'organisme de formation, c'est selon vos propres critères, mais aussi, est-ce que vous avez pu comparer avec d'autres organismes de formation? Donc ça, c'est important de pouvoir comparer des programmes, de comparer des modalités pédagogiques aussi, et des durées de formation, et puis aussi le fameux caractère certifiant de la formation ou non. Est-ce que c'est nécessaire pour vous qu'elle soit certifiante? Est-ce que vous souhaitez plutôt une formation qui soit qualifiante? Voilà, c'est des questions qui permettent d'y voir plus clair aussi sur le choix de l'organisme et donc d'avancer sur, en fonction de toutes ces questions, on va pouvoir repérer aussi quel est le meilleur moyen d'accéder à la formation, mais aussi de peut-être financer sa propre formation. Voilà, et donc en fait, pour toutes ces questions, peut-être que vous, au quotidien, vous les posez peut-être pas, parce que c'est vrai que quand on est dans une activité salariée, on n'a pas forcément le temps de se poser ces questions, et puis aussi, on n'a pas forcément un interlocuteur à qui s'adresser pour se les poser, en étant objectif et en étant réaliste aussi. Donc en fait, nous, on vous propose de vous accompagner gratuitement dans le cadre du conseil en évolution professionnelle. Donc, le conseil en évolution professionnelle, c'est un service qui est délivré auprès de tous les salariés. On va en parler un peu plus en détail tout à l'heure. Mais avant tout, peut-être pour continuer sur notre idée de la question de formaliser son projet en lien avec les questions qu'on vient de citer ensemble, déjà, peut-être d'autres étapes aussi. Dans les étapes pour formaliser son projet, il y a l'étape justement de rechercher des informations au-delà des questions qu'on se pose. Il y a aussi la recherche d'informations sur les métiers ou l'emploi qu'on envisage. Et donc, encore une fois, une suite logique de questions à se poser dans la façon dont vous recherchez des informations sur les métiers ou l'emploi visé, notamment sur les missions principales de ce métier, sur les conditions de travail, les différents environnements de travail également dans l'exercice de ce métier, parce que c'est vrai qu'un métier qu'on exerce dans un environnement ou dans un secteur d'activité ne sera pas forcément le même dans un autre environnement. Et donc, les questions qu'on n'a pas posées tout à l'heure, mais il y en a d'autres, notamment le fait de se poser la question si l'exercice de ce métier est compatible avec vos propres contraintes personnelles, familiales ou de santé. Et puis, la question de comment on y accède, quelles sont les conditions requises, les conditions d'admission pour pouvoir entrer en formation ou pour accéder à ce métier. Est-ce que, en termes de profil, il y a des attendus? Est-ce que derrière, il y a des qualités, des compétences qui sont indispensables à l'exercice du métier, au-delà de la formation? Donc, on propose, en fait, dans le cadre du conseil en évolution professionnelle, des enquêtes métiers. En fait, les enquêtes métiers, ce sont des rencontres avec des professionnels qui permettent justement de voir dans son environnement de travail l'exercice de son métier, comment il le vit lui, est-ce qu'il peut répondre à toutes ces questions qu'on vient de citer justement pour que vous puissiez avoir un aperçu un peu plus objectif que dans la documentation que vous trouvez peut-être sur les sites internet ou dans la documentation qu'on vous apporte. Ces enquêtes métiers peuvent vraiment vous donner un aperçu réaliste et concret dans un environnement spécifique. Donc, il y a la possibilité aussi de faire des immersions. Il existe un site qui s'appelle les immersions faciles,
dont vous trouvez le lien dans la slide là, avec immersion-facile-beta.gouv.fr, où vous allez pouvoir en fait directement contacter des professionnels grâce à des adresses qui sont disponibles sur ce site, puisqu'en fait, ce sont toutes les immersions qui ont été déjà réalisées via des stages. Et donc, des entreprises ont donné leur adresse pour que vous puissiez avoir une idée de tous les stages qui sont possibles de faire sur des métiers ciblés que vous pouvez filtrer vous-même en allant sur le site. Autre question, autre étape, en tout cas, pour formaliser son projet. Donc, une étape essentielle, on a vu, sur la recherche d'informations sur un métier ou un emploi, mais aujourd'hui, on peut aussi aller approfondir le marché du travail en se posant des questions sur les perspectives d'emploi autour de chez vous, dans votre territoire. Est-ce que vous avez repéré le marché du travail en lien avec ce métier, cette piste visée, en termes d'employabilité, en termes de potentiel recruteur, potentiel entreprise? Est-ce que vous avez repéré le nombre d'employeurs, le type de contrat, on pourrait parler aussi, le type de compétences recherchées par les employeurs sur votre territoire? On peut avoir cette double entrée quand on réfléchit à sa reconversion ou son évolution professionnelle, soit de passer en revue un métier, soit de regarder en fonction du marché du travail dans son territoire, de voir si ça peut matcher avec votre propre besoin d'évolution. Voilà, double entrée, ou les deux, on peut passer par l'une ou l'autre, ou les deux. En tout cas, ça permet de voir selon le marché de l'emploi, de son territoire, si on peut formaliser son projet localement, ou alors éventuellement réfléchir à sa zone de mobilité par rapport aux employeurs potentiels, selon les compétences recherchées en local. On peut aussi, du coup, déployer une recherche un petit peu plus poussée aussi sur le marché du travail, en allant sur des sites très utiles que votre propre conseiller en évolution professionnelle peut vous aiguiller dans ce sens également. Voilà, donc en fait, le conseiller en évolution professionnelle, le conseil en fait en évolution professionnelle, c'est un service gratuit, c'est un service public qui accompagne et qui permet à des salariés d'être accompagnés pour faire le point sur sa situation professionnelle et d'avancer avec un conseiller pour élaborer, pour formaliser et mettre en œuvre une stratégie en fait aussi d'évolution professionnelle. Donc, si on résume, c'est un service donc gratuit, qui est confidentiel, qui est neutre, qui est accessible sur différents lieux géographiques. Et l'intérêt aussi, c'est qu'il n'y a aucun lien qui est fait avec votre employeur, bien évidemment, puisque c'est un service public. Donc, comment ça se passe en fait? Donc, le service, donc l'objectif, c'est d'accompagner tous les salariés, que ce soit en présentiel, en distanciel, une seule fois ou plusieurs fois. Enfin, il n'y a pas de limite dans l'utilisation de ce service. C'est vous qui choisissez, en fait, en fonction de vos besoins, de vos disponibilités, également le lieu du rendez-vous. Ça peut aussi se faire par téléphone, il n'y a aucun souci. Mais l'objectif, c'est d'avancer avec vous dans vos réflexions autour de votre évolution professionnelle, ou alors ça peut être des questions liées à comment développer des compétences ou comment les valoriser davantage, ou réfléchir et anticiper votre reconversion ou une transition professionnelle, ou la question de réfléchir à des certifications professionnelles. Notamment, on parle aujourd'hui de cette thématique sur la formation, un projet de formation. On peut se poser les questions sur la certification qu'on souhaite en fonction de son projet. Ça peut aussi renvoyer un accompagnement autour de la création d'entreprise ou la reprise d'entreprise, création d'activité. Et puis la mobilité interne ou en externe, dans vos propres locaux ou dans votre propre entreprise, ou alors à réfléchir à une reconversion dans un autre environnement professionnel. Voilà, donc en fait, le conseil en évolution professionnelle est un service public que vous trouvez par différents opérateurs qui le délivrent. Donc, moi, aujourd'hui, je représente le réseau EVA. Donc, le réseau EVA, c'est un réseau qui est sur tout le territoire en France.
Moi, je suis basée en Occitanie, mais en fait, vous allez retrouver le réseau EVA dans différentes régions de France. Et en fait, le réseau EVA, c'est l'opérateur qui délivre le service conseil en évolution professionnelle auprès des salariés du secteur privé et les indépendants. Les demandeurs d'emploi sont accompagnés par le Pôle emploi, qui eux-mêmes ont un service qui est le même service du conseil en évolution professionnelle. Donc, le Pôle emploi délivre le service auprès des demandeurs d'emploi. L'APEC fait la même chose, mais pour les cadres. Et les missions locales, donc pour les jeunes de moins de 26 ans. Et Cap emploi, l'opérateur qui délivre le même service auprès des personnes en situation de handicap. Voilà, nous, le réseau EVA, on est le réseau qui accompagne les salariés du secteur privé, que ce soit des personnes en CDI, en CDD, intérimaires, apprentis, et les indépendants de l'artisanat ou du commerce. Voilà, donc en fait, pour trouver le bon opérateur, moi je vous conseille et je vous renvoie vers la plateforme moncep.org qui vous permettra de voir sur vos régions quel est l'opérateur qui vous accompagnera en fonction de votre profil. Oui, cette visio est en replay. Je vois les petites questions qui circulent. Donc, effectivement, ce webinaire est enregistré et vous retrouverez le replay directement sur le site moncep.org. Alors, on a vu ensemble les différentes questions à se poser pour formaliser son projet de formation. C'est vrai que j'ai balayé très rapidement. Je vous propose de continuer sur les dispositifs qui permettent justement de mettre en œuvre son projet de formation. Donc, on est bien d'accord que avant de mobiliser un dispositif, il faut bien sûr avoir un peu validé son projet. C'est important d'avoir passé cette étape de validation de projet pour qu'on puisse identifier derrière clairement quel est le meilleur dispositif qui s'y prêtera pour financer ou mettre en œuvre son projet de formation. Donc, on va aborder ensemble, en tout cas, 3 dispositifs. Le CPF, donc mon compte personnel de formation, le projet de transition professionnelle et le dispositif d'émission reconversion. Donc, on va aborder ça ensemble. N'hésitez pas à poser vos questions. Alors, pour ce qui est du CPF, donc le CPF, donc en fait, c'est un site internet que vous retrouvez, même une application mobile que vous pouvez tout de suite télécharger aussi sur vos smartphones. Donc, le site officiel, c'est bien moncompteformation.gouv.fr. Attention à tous les sites frauduleux, donc de bien aller sur le bon site. Donc, ce site internet, il est géré par la Caisse des dépôts. Vous le trouvez, tout se fait en fait en ligne, tout est dématérialisé. Et donc, le CPF, lui, est alimenté chaque année automatiquement. Et donc, il y a une alimentation au prorata de votre temps de travail. Donc, si vous travaillez au moins à mi-temps, vous avez en fait une alimentation de votre compteur de 500 € par an. Et pour certains salariés qui sont bénéficiaires de l'obligation d'emploi ou travailleurs handicapés, ou les salariés qui sont moins qualifiés, il y a une alimentation plus élevée à hauteur de 800 € par an. Et pour les personnes donc en situation de handicap ou les non qualifiés, la majoration est de 300 € supplémentaires. Et la limite, il y a quand même une limite dans l'alimentation du compteur qui est de 5 000 € pour les salariés et pour ceux qui sont en situation de handicap, on est sur une limite à 8 000 €. Donc, les formations qui sont éligibles au CPF, ce sont des formations qui sont dites certifiantes. Donc, qui dit certifiante dit qu'elles sont censées être inscrites au registre national des certifications professionnelles, donc ce qu'on appelle le RNCP, ou alors au répertoire spécifique. Donc, les formations éligibles sont aussi les accompagnements VAE ou le bilan de compétences, la certification CLEA, ainsi que les accompagnements à la création d'entreprise, également les formations au code de la route et au permis de conduire. On parle bien de la formation au permis de conduire et non pas juste l'examen. L'examen, lui, non, pas une certification en soi, c'est la formation en entière.
Je regarde les questions au passage. Alors, est-ce que les conseils CP de Pôle emploi sont concrètement les mêmes que ceux du réseau EVA? Je pose la question que j'ai un double statut. Et je voudrais savoir. Voilà, ok. Alors, ça, ce n'est pas une question qui concerne le CPF, mais j'y répondrai un petit peu plus tard sur le fait que le service CEP concernant l'évolution professionnelle soit le même partout. Effectivement, le service CEP, c'est le même partout. Qu'on soit opérateur Pôle emploi ou opérateur du réseau EVA, on accompagne de la même façon les personnes dans leur évolution professionnelle. Par contre, si la personne a un double statut, demandeur d'emploi et auto-entrepreneur, il y a la possibilité, comme vous êtes indépendant, d'être accompagné par le réseau EVA. Tout dépend si vous êtes déjà accompagné en tant que tel auprès de Pôle emploi ou non. Toutes les questions, je les vois désolé, hein, je regarde les questions en même temps. Les salariés. Ok. Allez, je poursuis avec le CPF. Donc, vous pouvez utiliser votre CPF également si vous réalisez une formation sur votre temps de travail. Donc, si c'est le cas, par contre, vous êtes soumis à une demande d'autorisation d'absence auprès de votre employeur. Il est en droit de refuser, bien sûr, si ce n'est pas justifié, autant de fois qu'il le souhaite, puisque le CPF, c'est à votre main, que vous pouvez l'utiliser. Votre compteur, vous pouvez l'utiliser à la main en tant que salarié. Votre employeur n'a aucun droit d'utiliser votre CPF. Par contre, si vous voulez mobiliser votre CPF sur votre temps de travail, vous êtes obligé de demander une autorisation d'absence sur le temps de la formation que vous souhaitez faire, bien évidemment. Par contre, si vous souhaitez faire une formation hors temps de travail et que vous allez utiliser votre CPF pour financer cette formation, vous n'avez pas besoin de demander une autorisation, bien sûr, d'absence à votre employeur dans ce cas. Par contre, si vous souhaitez faire la formation, donc comme je vous disais, sur votre temps de travail, et que votre employeur souhaite maintenir aussi votre rémunération pendant ce temps de formation, c'est votre employeur qui maintiendra lui-même votre rémunération. Donc, les heures que vous aurez sur votre temps de travail en formation, ce seront considérées comme des heures effectives et des heures effectives de temps de travail. La prise en charge concernant en tout cas le CPF, si vous mobilisez votre CPF pour financer votre formation, la prise en charge de votre CPF ne finance que le coût pédagogique. C'est-à-dire que si vous avez des frais annexes, type mobilité ou restauration, bien sûr, c'est à votre charge, tout comme le salaire, il est à votre... le CPF ne finance pas votre salaire, ne finance que le coût pédagogique, c'est-à-dire le coût de la formation. Donc, c'est une vraie réflexion à avoir. Si vous souhaitez mobiliser votre CPF, dites-vous que le CPF ne finance que le coût pédagogique et pas le salaire. Ce n'est que si votre employeur accepte que lui vous rémunérera sur le temps de travail. Mais il est en droit de refuser, bien sûr. Autre chose, toujours sur le CPF, en fait, il est fort probable que vous n'ayez pas assez d'euros sur votre compteur CPF. Et donc, si vous n'avez pas assez d'euros sur votre compte, vous devez financer vous-même le reste à charge en payant en ligne directement pour cofinancer. Aussi, si vous n'avez pas assez d'euros, encore une fois, sur votre compte CPF, il existe des possibilités d'abondement, c'est-à-dire de compléter le reste à charge via un autre moyen. Ça peut être, il en existe plusieurs moyens. Tout dépend de votre situation, de votre profil. Donc, l'employeur peut abonder avec le reste à charge.
Votre compte professionnel de prévention également, si vous avez un compteur de prévention, vous pouvez le mobiliser. Mais d'abord, c'est votre compteur CPF qui est toujours prélevé en premier. Et après, si vous avez un compte C2P, il peut y avoir un abondement avec les points que vous avez de pénibilité. Donc, pour vous dire, un point correspond à 375 €. Donc, si vous avez beaucoup de points et que vous souhaitez les mobiliser pour compléter votre CPF, vous pouvez utiliser votre C2P, si vous en avez un, bien sûr. Autre abondement, selon votre situation, en fait, l'assurance maladie peut contribuer au reste à charge. Donc, l'assurance maladie, bien sûr, c'est seulement si vous avez été victime d'un accident de travail ou une maladie professionnelle qui a débouché sur un taux d'incapacité à hauteur de 10%. Vous pouvez avoir un abondement jusqu'à 7 500 €. Ensuite, si vous êtes demandeur d'emploi, bien sûr, il y a le Pôle emploi qui peut abonder du reste à charge. Et puis l'OPCO. Il y a différents OPCO qui peuvent aussi abonder à votre CPF. Ça peut être l'OPCO de votre... C'est forcément l'OPCO de votre employeur. Donc ça, c'est une demande à faire par votre employeur pour abonder. Donc, je sais qu'il existe un certain nombre d'abondements dans certaines OPCO, comme l'OPCO santé ou la sécurité sociale également, qui peuvent abonder à votre CPF. Après, bien sûr, des abondements parfois ne sont pas possibles, tout dépend de votre profil. Mais par contre, il existe un autre dispositif qui est encore une fois à la main du salarié et pas du tout à la main de l'employeur. Donc, vous pouvez très bien saisir le dispositif PTP, qui lui n'est pas un abondement dans votre CPF, mais vraiment un dispositif à part entière. Donc, on va en parler également un petit peu plus en détail. Si vous avez des questions sur le CPF, n'hésitez pas à poser vos questions. Je vous donne un petit cas pratique pour continuer là sur le CPF. Par exemple, là, voilà, vous avez le cas de Anaël, 35 ans, qui est assistant administratif au sein d'une association. Et lui, dans son projet, il souhaitait acquérir des compétences plus poussées sur les logiciels de bureautique, notamment sur Excel. Et il se dit que cela serait un plus dans son CV si un jour il devait changer d'employeur. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il a été accompagné par un conseiller en évolution professionnelle. Dans le cadre de cet accompagnement, il a pu identifier plusieurs offres de formation éligibles au CPF. Donc, il a pu comparer laquelle était la mieux adaptée en travaillant en co-construction avec son conseiller pour élargir un petit peu les choix des possibles. Et puis, il a pu préparer un argumentaire afin de proposer cette action auprès de son employeur, qui a pu obtenir du coup un complément de financement qui n'avait pas justement assez d'euros sur son compteur CPF. Et donc, avec son conseiller, il a été accompagné pour acheter la formation en ligne. Et en parallèle, il a suivi une formation collective sur la démarche de VAE, donc de validation des acquis de l'expérience, afin de valider au final, au regard de son expérience, un diplôme en Bac+2. Et donc, il a mobilisé son CPF pour tout ça. Et donc, son employeur a accordé d'abonder son CPF à hauteur de 1 050 € sur, en plus, une formation sur son plan de travail. Donc, on imagine que l'employeur, dans tout ça, était partie prenante, sinon il n'aurait pas participé à l'abondement. Et puis, certainement que l'objectif était de permettre à cet homme de développer des compétences au service de l'employeur, de l'entreprise. On poursuit, alors, comme on l'a dit tout à l'heure, avec le dispositif de financement, le projet de transition professionnelle. Alors, pour ce dispositif, en fait, c'est un dispositif de financement de formation pour des formations dites certifiantes uniquement. On ne peut pas mobiliser le projet de transition professionnelle pour une formation qui n'est pas certifiante. Et le dispositif
a pour seul objectif de financer des formations en vue d'un changement de métier, que ce soit sur un temps de travail, la formation, ou hors temps de travail. On peut mobiliser le PTP pour les deux situations, hors temps de travail ou sur le temps de travail. Par contre, il faut vraiment qu'il y ait un changement de métier en vue. Donc, si on dit que la formation est certifiante, ça signifie que la formation visée, elle est obligatoirement inscrite au répertoire national des certifications professionnelles ou au répertoire spécifique, et que derrière, elle soit aussi éligible au CPF. Donc, ce dispositif-là s'adresse à des salariés du secteur privé, CDI, CDD, intérimaire ou intermittent. Et donc, ça signifie surtout que la personne a rempli l'ancienneté en tant que salarié. Donc, si vous êtes plutôt en CDI, vous devez avoir cumulé au moins 24 mois d'activité salariée et avoir cumulé 12 mois aussi dans l'entreprise actuelle. L'ancienneté, par contre, pour les CDD, donc pareil, il faut avoir cumulé 2 années d'activité salariée dans les 5 dernières années, et dont les 4 derniers mois en CDD dans la même entreprise. Et puis après, il y a des conditions spécifiques pour les salariés intérimaires et intermittents qui sont pas en mois d'activité salariée, mais plutôt sur la base d'heures de travail. Donc le PTP permet quoi? Alors, la différence du CPF, c'est que le projet de transition professionnelle permet de prendre en charge et le coût pédagogique, et les frais annexes, et le maintien de la rémunération. Surtout si la formation, bien sûr, a lieu sur le temps de travail. Donc voilà, l'avantage du PTP, c'est ça, c'est que vraiment, ça permet de maintenir son salaire. L'employeur, lui, il est remboursé par les associations Transition Pro sur votre territoire. Et donc, il va permettre de maintenir la même rémunération, de financer les coûts pédagogiques et les frais annexes. Les frais annexes, c'est le transport et la restauration. Par contre, si la prise en charge est sur le temps de travail, il faut bien évidemment demander une autorisation d'absence à son employeur pendant toute la durée de la formation. Donc, ça se passe comment? En fait, il y a un calendrier qui existe, qui permet de réfléchir aux différentes temporalités pour déposer une demande de dossier auprès de l'association Transition Pro de votre région. Donc, le PTP, en fait, il y a des critères qui sont essentiels pour pouvoir vérifier la pertinence de votre projet. Donc, on ne parle pas que du projet de formation, on parle du projet professionnel dans sa globalité. En fait, l'association Transition Professionnelle, Transition Pro, va regarder la pertinence du projet, la cohérence du projet, la pertinence du choix de parcours de formation et les perspectives d'emploi à l'issue de la formation. Donc, c'est pour ça que toutes les questions qu'on citait juste avant, c'est important de se les poser tout au long de votre réflexion, de façon à ce que votre projet soit solide, soit formalisé pour pouvoir le mettre en œuvre de manière cohérente et de pouvoir l'argumenter ensuite lors du dépôt de votre dossier. Parce qu'en fait, le dispositif là dont on parle, PTP, c'est un dispositif dont il faut demander par étapes. On va argumenter son projet. Donc, pour pouvoir argumenter son projet, il faut qu'il soit concrétisé, c'est-à-dire qu'il soit clairement validé. Que ce ne soit pas qu'une piste, que ce soit vraiment une piste qui soit cohérente, réfléchie par rapport à votre situation personnelle, professionnelle également. Puisqu'on est vraiment, le PTP, on l'a dit tout à l'heure, c'est dans le cadre d'un changement de métier. Voilà, donc il y a un calendrier que vous pouvez retrouver en ligne directement sur les sites des Transitions Pro dans vos régions. Ils ont mis en ligne, vous avez d'ailleurs le lien qui s'affiche là, transitionpro.fr. Vous allez pouvoir trouver en région quelle est l'association la plus proche de chez vous
Et quand vous allez sur les sites internet directement de ces opérateurs-là au niveau régionaux, vous allez pouvoir trouver les calendriers de dépôt de dossier, ainsi que toutes les étapes finalement qui vous permettront d'y voir un petit peu plus clair dans le calendrier. Et de ce qui est attendu, bien sûr, dans les dossiers. Alors, c'est vrai que c'est un exercice d'argumentation de votre projet et de la cohérence de votre projet. Donc, c'est vrai qu'il n'y a aucune obligation d'être accompagné par un conseiller en évolution professionnelle dans le cadre du PTP, mais par contre, le conseiller connaît un petit peu les attendus des commissions Transition Pro et donc peut vous aiguiller à rendre cohérent votre projet et de le valider également. Si vous êtes à l'étape de réflexion, ça permet aussi d'y voir un petit peu plus clair sur toutes les différentes phases qui vont arriver après vos questions. Un exemple, un cas concret comme ça d'une personne qui a mobilisé le fameux PTP, projet de transition professionnelle. Donc, Joëlle a 51 ans, elle est vendeuse dans un magasin de prêt-à-porter depuis 11 ans. Et elle souhaite changer de métier et travailler donc dans le secteur administratif. Donc, qu'est-ce qui a été fait pour vous donner une idée de ce qui est travaillé avec la conseillère en évolution professionnelle? Donc, elle a pu obtenir et analyser un petit peu plus en profondeur le métier visé, notamment l'accessibilité derrière en termes d'employabilité, le marché du travail, comment on y accède, quelles sont les missions dans ce secteur. Et puis, elle a pu faire une immersion dans 2 entreprises. Une immersion, c'est un stage. C'est un stage pour vraiment confirmer son intérêt pour ce métier. Donc, elle en a fait 2. Ça montre bien que derrière, ça lui a permis de vérifier si le projet lui correspondait, dans le cadre peut-être de 2 environnements différents, bien sûr. Et donc, ça a pu lui permettre de confirmer son projet. Ensuite, le travail qui a été fait avec sa conseillère d'identifier la bonne formation pour accéder à ce métier. Ensuite, elle a pu analyser tous les dispositifs qui existent pour financer son projet en termes de formation. Et puis, elle a travaillé son dossier, en fait, en argumentant son intérêt pour ce métier, mais au-delà de l'intérêt, la cohérence de son projet par rapport à l'employabilité qu'il en découlera. Voilà, donc c'est un travail qui a été mené certainement de fond. Plus on anticipe aussi ce travail pour valider un projet de formation, plus on sera plus à l'aise avec un dossier et avec l'argumentaire qu'on doit y faire, qu'on doit préparer pour entrer en formation en tant que salarié. Et donc, là, dans son cas-là, la commission, finalement, elle a validé le financement de son projet de formation et donc elle a pu entrer en formation rapidement tout en restant salarié. Je regarde les questions. Ouais, je suis en train de regarder une ou 2 questions parce que je vois qu'il y en a eu quelques-unes que j'ai laissées de côté, que je n'avais pas eu le temps de regarder encore. Je vois qu'il y a des questions de personnes qui viennent de la fonction publique. Le CPF, dans la fonction publique, donc il n'est pas en euros mais en heures. Et donc, dans la fonction publique, ça ne se passe pas tout à fait pareil. C'est-à-dire que le CPF, autant dans le secteur privé, il est à la main du salarié, autant dans la fonction publique, le CPF, il est soumis à l'autorisation de l'employeur. Parce qu'en fait, c'est l'employeur public qui gère la mobilisation du compteur. Donc, c'est vrai que c'est vraiment c'est plus compliqué de l'utiliser son CPF. Mais voilà, sur la base d'échanges avec le service mobilité ou formation RH, vous pouvez avoir
des accords, bien sûr, en fonction de vos projets. Allez, je prendrai les questions ensuite. Si vous avez des questions sur le PTP, n'hésitez pas aussi à poser vos questions dans l'onglet questions ou dans le chat. Je continue avec l'autre dispositif, le dispositif d'émission-reconversion. Voilà, donc celui-ci, ce n'est pas, en fait, ce qu'il faut bien comprendre par contre, ce n'est pas un dispositif qui permet de financer une formation. Ce dispositif-là, il permet à un salarié du secteur encore privé, qui est en CDI, de mettre en œuvre son projet de formation dans le but, en fait, d'avoir droit à l'assurance chômage derrière. C'est-à-dire qu'un salarié va démissionner avec des critères et une commission qui valide la démission, si je peux me permettre de dire ça comme ça. Donc, en fait, c'est la commission transition pro qui va valider le caractère sérieux du projet et qui va permettre derrière à un salarié de démissionner en touchant les allocations de chômage. Aujourd'hui, vous avez peut-être sûrement déjà entendu parler de l'abandon de poste qui correspond à une démission. Aujourd'hui, ce n'est pas la même démission si quelqu'un remplit un dossier avec ce dispositif-là, de façon à ce qu'il puisse toucher les allocations chômage. Une personne qui abandonne son poste ne touchera pas ses allocations chômage. Alors que dans le dispositif d'émission-reconversion, si il a fait un dossier qui explicite clairement son projet de formation ou son projet de création d'entreprise, il pourra, si son caractère est bien révélé étant sérieux et cohérent, il sera validé par la commission. Donc, en fait, le dispositif d'émission-reconversion s'adresse à des salariés du secteur privé en CDI ayant au moins 5 ans d'activité de salarié, dans une ou plusieurs entreprises d'ailleurs. Il va pouvoir démissionner en ayant droit à l'assurance chômage pour réaliser un projet qui est de la reconversion, bien sûr, avec un projet de formation, certifiant ou non d'ailleurs, c'est pas comme dans le cadre du CPF ou dans le cadre du PTP, le démission-reconversion n'a pas l'obligation d'être certifiante, la formation. Et puis, l'autre projet qui est possible, une personne démissionne pour créer ou reprendre une entreprise. Voilà, en fait, on peut mobiliser le démission-reconversion pour 2 raisons. Une reconversion avec une formation, ou alors créer son entreprise, avec ou sans d'ailleurs formation. Et puis, on ne peut pas le mobiliser, le dispositif, si la formation a démarré, bien sûr. Et puis, il ne faut pas non plus avoir déjà créé son entreprise dans l'idéal. Alors, pour ce dispositif, donc, il y a plusieurs étapes aussi. Donc, déjà, vérifier si vous avez bien l'ancienneté, bien les 5 ans d'activité salariée en continu. Donc, ça, c'est primordial. Donc, pour ça, en fait, il existe un simulateur, le simulateur Pôle emploi, qui permet de vérifier votre ancienneté en fonction de l'activité salariée que vous avez eue. Ensuite, par contre, dans le cadre du dispositif d'émission de reconversion, il faut absolument que vous rencontriez un conseiller en évolution professionnelle pour sécuriser votre projet et surtout avant de démissionner. Donc, c'est obligatoire dans le cadre du dispositif. Voilà, vous avez l'obligation d'avoir rencontré un conseiller en évolution professionnelle et d'être accompagné pour pouvoir le mobiliser. Et puis, c'est surtout une garantie pour vous de façon à ne rien louper dans les étapes et de faire les choses en bonne et due forme par étapes, parce qu'on peut se retrouver... j'imagine bien aussi que certains ne souhaitent pas prendre de risques avant de démissionner. Donc, l'avantage du conseiller, c'est qu'il va vous accompagner sur votre situation, de faire le point avec vous sur votre besoin de démission, et puis derrière, les différentes étapes pour pouvoir enclencher une démission un peu plus sereine. Ensuite, il y a l'étape de déposer le dossier auprès de Transition Pro de votre région pour vraiment faire valider le caractère réel et sérieux du projet.
Donc, c'est pareil, hein, c'est un travail d'argumentation dans le dossier. Ce n'est pas un exercice littéraire en soi, hein, c'est un exercice plutôt d'argumentation. Donc, des fois, d'être accompagné, justement, vous permettra de savoir quels sont les attendus dans l'argumentaire, parce que y a des critères, encore une fois, de la commission, des critères, on dirait, entre guillemets, de qualité de votre dossier, en termes d'argumentation. Et puis l'autre étape, c'est une fois que vous avez fait valider le caractère réel et sérieux par la commission, vous allez pouvoir donc vous inscrire comme demandeur d'emploi auprès de Pôle emploi dans les 6 mois après la date, après le retour de la commission. Voilà entre les étapes clés, en tout cas, pour pouvoir mobiliser le dispositif. Et donc, la dernière étape, c'est que vous allez pouvoir du coup être indemnisé par Pôle emploi en tant que demandeur d'emploi pour justement mettre en œuvre votre projet de formation ou de création d'entreprise. Donc, toutes ces informations-là, vous avez le lien également du dispositif d'émission reconversion dans le chat. Donc, n'hésitez pas à aller en savoir plus directement sur le site ou de prendre rendez-vous rapidement aussi avec un conseiller en évolution professionnelle. Alors, je vais peut-être prendre quelques questions. Alors, voyons s'il y a des questions autour du PTP. Pour le PTP, si on a démarré la formation, peut-on le demander quand même? Non, en fait, il faut que la formation n'ait pas commencé, que ce soit pour le PTP ou pour le démission reconversion, la formation ne doit pas avoir commencé. Dans le cas du PTP, l'employeur peut-il aussi refuser l'absence de son salarié? Alors, cette question, effectivement, revient régulièrement. En fait, l'employeur il a 2 possibilités. Il peut refuser, mais il peut aussi reporter votre demande d'absence. C'est-à-dire que le refus, il est très encadré par la loi. C'est-à-dire qu'un employeur ne peut refuser seulement si la demande d'absence n'est pas rédigée en bonne et due forme, c'est-à-dire respect du délai de prévenance. La lettre de demande d'autorisation d'absence doit avoir des mentions obligatoires, notamment la date de la formation, le nom de la formation, la durée de l'absence. Voilà, il y a un cadre quand même légal à respecter. Donc, si le cadre légal n'est pas respecté, il peut refuser. Par contre, si la demande d'autorisation d'absence est faite en bonne et due forme, il ne peut pas refuser. Par contre, il peut reporter. Il peut reporter la demande d'absence. Alors, il y a des motifs qui sont justifiés, notamment s'il y a déjà quelqu'un qui est parti en PTP dans l'entreprise, ou bien si l'activité économique ne peut pas se permettre de partir en formation. Et par contre, s'il n'y a pas tout ça qui est rempli, il peut reporter seulement de 9 mois. Voilà. Donc, le refus, il existe la possibilité de refuser, mais seulement on refuse que si le cadre n'est pas respecté. Et si le cadre est respecté de la demande d'absence, dans ce cas-là, il ne peut que reporter. Il ne peut pas refuser si la demande est faite en bonne et due forme. Le petit P peut-il prendre en charge la rémunération mince, elle est où la question pendant... mince, j'ai perdu la question. Pour une formation de 2 ans, voire 3 ans. Alors, cette question, effectivement, en fait, le PTP prend en charge la durée de la formation totale, sachant que quand même, la commission a mis en place des critères nationaux et des critères régionaux. Donc, il y a plusieurs critères, sachant qu'une formation qui dure 2 ans ou 3, même, peut être pris en charge dans sa totalité, sauf qu'il y a en fait le coût pédagogique, le coût de la formation a un plafond à hauteur de 18 000 €, le plafond de la prise en charge du coût de formation. Donc, si la formation dure 3 ans, en général, elle dépasse forcément ce plafond. Donc, il y aura forcément un reste à charge sur le coût pédagogique. Par contre, sur la rémunération,
La rémunération sera maintenue. S'il y a eu un accord, elle sera maintenue tout au long de la formation. Après, il y a des calculs de rémunération qui sont de l'ordre vraiment de l'instruction du dossier individuel. Et pour le coup, ça, on n'a pas forcément une réponse très précise sur la rémunération tout le long de la formation. En tout cas, il y a un maintien, évidemment, de la rémunération. Oui, effectivement, si la formation est en alternance, on ne mobilise pas son CPF, puisqu'une formation en alternance, il n'y a pas de... le coût pédagogique est pris en charge par l'OPCO de l'employeur, et par contre, la rémunération va aller sur la base d'une rémunération en alternance. Donc, on ne mobilise pas son CPF pour une formation effectivement en alternance. Ouais. C'est ça, on passe vraiment par l'OPCO de l'employeur, c'est ce que je vous confirme, effectivement. Voilà, donc j'ai répondu à la question du refus de l'employeur. Ensuite, je regarde les questions. Les fonctionnaires peuvent-ils bénéficier d'un conseiller en formation professionnelle? Alors, dans les fonctions publiques, tout dépend effectivement des différentes fonctions publiques. Il existe effectivement, comme l'a répondu quelqu'un, Laurence Madelin, effectivement, dans la fonction publique d'État, il existe des conseillers mobilité. Dans les collectivités territoriales, il existe des services RH de proximité selon les territoires. Également, effectivement, le CDG ou le CNFPT peut mettre en place des cellules mobilité ou pour la reconversion. Enfin, voilà, il existe différentes structures. Et dans la fonction publique hospitalière, effectivement, il y a l'ANFH qui peut accompagner les salariés de la fonction publique hospitalière. Il n'y a pas de date limite d'utilisation de son CPF. Il est valable toute sa vie, jusqu'au départ à la retraite. Donc, il n'y a pas de souci. Le CPF, on peut le mobiliser toute sa vie. On peut convertir également si vous avez eu une expérience dans la fonction publique et une expérience salariée du privé. Vous pouvez avoir même 2 compteurs, un compteur public et un compteur privé. C'est à votre main, votre CPF, donc vous pouvez tout à fait convertir tout en euros si vous avez 2 compteurs pour pouvoir mobiliser un financement CPF d'une formation. Voilà, donc tout dépend de quelle est votre situation au moment de la demande de financement avec son CPF. Si vous êtes fonctionnaire, effectivement, c'est compliqué de mobiliser son CPF sans autorisation de votre employeur. Par contre, si vous êtes aujourd'hui du secteur privé et que vous avez eu auparavant une expérience dans le public et donc un compteur public, vous pouvez tout à fait convertir votre compteur public en euros. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a une question? Ouais, quand on a la question est posée, la limite du CPF est de 5 000 €, mais les formations sont souvent bien plus chères. Comment faire quand on a un CPF à 0 € par exemple? Bien, il existe les fameux dispositifs dont je vous ai parlé, avec le PTP par exemple, qui est un dispositif de financement total de la formation, ou en tout cas partiel aussi. Ensuite, il existe des abondements au CPF, on l'a vu tout à l'heure aussi, avec le compte pénibilité ou les OPCO, les abondements employeurs ou Pôle emploi ou les différentes OPCO. Effectivement, la formation est rarement votre compteur CPF couvre rarement la totalité du coût pédagogique. Donc, c'est pour ça qu'il faut réfléchir aussi à quel dispositif on souhaite mobiliser en premier, sachant qu'on peut tout à fait mobiliser de son CPF avant de mobiliser son PTP. On peut aussi très bien faire l'inverse, sauf que dans le cadre du PTP, il faut savoir aussi autre chose, c'est que dans le cadre du PTP, le CPF, si vous avez du CPF, il est forcément prélevé dans le cadre du PTP. Donc, même par contre, si vous avez seulement 1 € par exemple, si vous avez seulement 1 € sur votre compteur CPF et que vous souhaitez mobiliser le PTP sans rien sur votre PTP, sur votre compteur,
vous pouvez tout à fait mobiliser le PTP sans problème, même si vous avez qu'1 € sur votre CPF. Oui, quand vous êtes en arrêt maladie, votre CPF est toujours alimenté. Vous êtes toujours salarié. Alors, voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions auxquelles je n'aurais pas répondu. Pour quelle raison un dispositif d'émission peut être refusé? Alors, le dispositif d'émission reconversion, alors la question, est-ce que c'est s'il est réel et sérieux avec une formation prévue en septembre? Si la commission Transition Pro a validé le caractère réel et sérieux, il n'y a aucune raison, du coup, que ça soit pas refusé, que ça soit refusé par Pôle emploi. Par contre, si la question c'est que est-ce que le dispositif d'émission reconversion est refusé par l'employeur, en fait, l'employeur n'a pas à donner son avis sur la démission. C'est vous qui démissionnez. Après, regardez bien aussi les différents calendriers dans le cadre du dispositif d'émission reconversion, parce qu'en général, selon les régions, encore une fois, les calendriers ne sont pas les mêmes, mais en général, on est sur deux mois. Enfin, je pense que dans les régions, différentes régions, c'est un peu la même chose. On est sur un délai de 2 mois pour pouvoir déposer son dossier auprès de l'association Transition Pro. Donc attention aussi à vos préavis, enfin si c'est le cas, hein, en tout cas si pour certains l'envisagent, attention aussi à vos délais de préavis de démission, de façon à ne pas être toujours salarié au moment du dépôt de votre dossier. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, la question suivante que je viens de trouver dans l'onglet questions, parce que du coup je navigue entre l'onglet questions et l'onglet chat. Oui, merci de rester dans l'onglet vraiment questions pour que je ne perde pas vue les questions. Hein. Donc oui, vous pouvez être accompagné par un conseiller en évolution professionnelle après une rupture conventionnelle dans le cadre d'un projet de formation ou de création d'entreprise, bien sûr, bien sûr. Allez, je continue avec mon support hein, parce que je vois qu'il est 12h30. Donc, je voulais en profiter pour vous donner le contact, le numéro direct hein, pour pouvoir prendre un rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle. Donc, dans le cadre de notre réseau EVA, en tout cas, il existe un numéro unique hein, qui est non surtaxé, qui est disponible directement ici que vous voyez dans la slide, au 09 72 01 02 03. On vous proposera à nouveau de vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste, le conseil en évolution professionnelle. Et on vous donnera même un rendez-vous très rapidement, dans les 10-12 jours. Vous aurez un rendez-vous selon l'endroit où vous habitez ou alors proche de votre lieu de travail et selon les modalités que vous décidiez vous. Donc voilà, sinon vous pouvez aussi avoir toutes les informations sur le site internet moncep.org de façon à ce que, selon votre profil, selon votre activité actuelle, on vous orientera vers l'opérateur le plus cohérent par rapport à votre profil. Voilà, comme ça, vous avez toutes les informations pour prendre un rendez-vous. Et puis, je vais prendre une ou deux questions avant de clôturer. Alors, si dans le cadre d'une question hein, sur le dispositif d'émission reconversion, si on a plusieurs employeurs durant les 5 ans, est-ce que 3 ou 4 jours de coupure entre les différents emplois peuvent poser problème? En fait, dans le cadre du démission reconversion, en termes d'ancienneté, on parle de 5 années hein, d'ancienneté, mais on parle surtout en jours travaillés, donc on parle de 1300 jours travaillés sans interruption. Et effectivement, s'il y a moins d'une semaine d'interruption, ça passe. Par contre, s'il y a plus
qu'une semaine entre deux. Par exemple, imaginons que vous avez terminé un CDI, vous en avez pris un autre CDI dans un délai raisonnable, ça peut tout à fait être éligible. Mais il ne faut pas que ça dépasse plus d'une semaine d'interruption. Alors, ensuite, oui, quelqu'un pose une question sur comment faire pour trouver un stage, que c'est compliqué de trouver un lieu de stage. En fait, nous, on vous invite vraiment à rencontrer un conseiller en évolution professionnelle parce qu'en fait, on vous donne des méthodes, des outils et des liens Internet rapidement. Et puis, on peut aussi vous aiguiller pour élargir vos pistes également. Parce que peut-être que voilà, peut-être que vous cherchez une adresse, etc. Mais on peut aussi faire des enquêtes métiers ou faire des stages de manière un peu différente. Tout à l'heure, on a parlé du lien immersion facile, mais il existe d'autres sites très pratiques que votre conseiller ne manquera pas de vous aiguiller un petit peu plus ou de vous outiller sur la manière de chercher un stage. Comme par exemple, il existe quelque chose qui s'appelle Explore Job. Donc, c'est une plateforme qui permet de rencontrer directement des professionnels et d'avoir déjà pas mal d'informations sur des métiers que vous pourriez cibler. Voilà, donc après les questions, voyons si je trouve des nouvelles questions. Hop. Il y a beaucoup de questions dans les fonctionnaires. Ok. Bon. En fait, oui, il y a une question. Dans le cadre du démissionnaire, la commission peut refuser combien de fois un dispositif démissionnaire? En fait, vous avez la possibilité, par exemple, suite à un refus de la commission, de déposer un recours. C'est-à-dire qu'un recours, ça veut dire que vous allez apporter des nouveaux éléments à votre dossier pour que la commission réexamine à nouveau votre dossier. Donc, voilà, il y a la possibilité d'un recours. Et puis après, vous pouvez très bien à nouveau déposer un dossier plusieurs fois selon les projets que vous avez. Mais il n'y a pas de limite dans le nombre de fois que vous allez déposer un dossier. À partir du moment où vous apportez des nouveaux éléments et que votre argumentaire est un petit peu plus poussé, et que votre explication de perspective d'emploi sont bien explicites, qu'on comprenne bien la cohérence du projet, il n'y a pas de limite dans le nombre de fois que vous pouvez déposer. Voilà, je pense que j'ai répondu à l'ensemble des questions. En tout cas, j'espère ne pas en avoir loupé d'autres. Bien, mais écoutez, je vous propose qu'on clôture notre webinaire. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire à d'autres sessions sur moncep.org et donc des webinaires tous les 15 jours sur différentes thématiques vous sont proposées dans les lundis du CEP. Bien, mais écoutez, bon appétit et puis je vous souhaite de bonnes continuations dans vos démarches et dans vos réflexions. Au revoir.